Dans l'œil du Var aujourd'hui, on parle mercato. Alors tout le monde va s'enflammer, on s'imagine tout de suite des tas de rumeurs, des tas de fantasmes et tout. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On va parler mercato, mais ce qu'est vraiment un mercato et comment ça marche le marché des transferts, comment un club travaille. Et pour ça, j'ai un super client. Salut Florian. Salut Philippe. C'est sympa de nous ouvrir un petit peu les grilles du Stade Rennais. Avec plaisir. Avec plaisir. On écoute Florian, ça va être instructif. Dans l'œil du Var, on s'interroge donc sur la machine, comment ça marche à l'intérieur de la machine, comment on prépare un mercato. Exemple, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais. Comment on est à Agadir sur un tournoi de jeunes? Est-ce que ça fait partie de la réflexion? Parce que théoriquement, le Stade Rennais ne va pas s'appuyer que sur des joueurs de 17-18 ans, a priori. Non, d'autant qu'on a une très très bonne académie. Donc l'idée c'est de voir ce qui se fait aussi à l'extérieur. De bien, parce qu'il y a des choses de l'extérieur qui se font aussi de bien, et c'est important d'aller scruter aussi à l'étranger, à l'extérieur, des potentiels joueurs qui pourraient intéresser le Stade Rennais, au-delà du fait qu'on a une académie très forte qui sort aussi beaucoup de joueurs, mais ça n'empêche pas d'aller jeter un petit coup d'œil ailleurs. Et notamment là, on est en Afrique. Oui. Il y a des choses à voir en Afrique, et plus qu'à voir, il y a des choses à apprendre même, pourquoi pas. Réellement, il y a beaucoup de choses à voir. Vraiment, c'est un continent qui est en plein développement au niveau du football. On s'aperçoit que petit à petit, je suis convaincu que dans les années qui vont arriver, une équipe africaine sera à un moment donné championne du monde. Parce que quand on voit tout ce qui est mis en place petit à petit en Afrique, dans divers pays, on voit au Maroc évidemment, et on voit ce qu'a fait le Maroc notamment en Coupe du Monde. Ça surprend en fait par rapport à ce qu'on peut voir ici, ça surprend moins en fait. Parce que petit à petit, les choses sont mises en place pour développer le football de la meilleure des manières et très très rapidement chez les plus jeunes. Et c'est de là que ça part. Donc il y a toujours des choses à apprendre, à voir, à apprendre et apprendre surtout, notamment sur ce que font les enfants, la détermination qu'ils mettent, Oui. l'engagement qu'ils mettent, je veux dire, dans le travail, dans le quotidien, dans les matchs, pour pouvoir devenir des joueurs professionnels. Et ça, c'est quelque chose de très très important je ne vais pas dire qu'on perd un petit peu en France et en Europe, mais c'est des valeurs qui sont nécessaires pour faire des très très bons joueurs de football et très grands joueurs de football. Et ici, il y a cette vraie volonté de sortir de quelque part, de venir en Europe. Et pour ça, en tous les cas, ils mettent tous les ingrédients qu'ils ont en eux pour pouvoir y arriver, au-delà des aspects techniques, physiques, mais il y a une détermination, une mentalité qu'il faut, je pense, dans laquelle il faut s'inspirer. Alors, c'est la troisième année, hein, je crois que tu viens tout à fait. sur l'Africa's Cup. Oui. La première année à Dakar, les deux suivantes exactement. à Agadir. Chaque fois, les équipes africaines étaient plutôt en avance sur les équipes européennes. On a vu aujourd'hui, par exemple, Dakar Sacré-Cœur battre Le Havre assez nettement. Tout à fait. Ça veut dire quelque chose pour toi? Ça a un sens? Pour moi, ça a un sens dans le sens où, oui, on s'aperçoit et je vais répéter ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, en fait, les académies en Afrique progressent petit à petit. Je me souviens, et j'ai discuté avec Mathieu Chupin tout à l'heure, Dakar Sacré-Cœur. Voilà, Dakar Sacré-Cœur, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est plus les mêmes, quoi. On voit une évolution, donc on voit que le travail est fait, on voit que ça travaille bien, et donc c'est pas illogique aujourd'hui qu'une équipe, je veux dire, du Dakar Sacré-Cœur puisse battre une équipe de U18 du Havre, quoi. Voilà. Après, j'ai vu les dates de naissance, ils sont venus assez jeunes, le Havre avec beaucoup de 2007, en face il y a des 2006, des 2005, donc voilà, mais en tous les cas, sur la qualité du travail qui est fait ici en Afrique, de manière générale, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, voilà, dans tous les pays où nous on va, on s'aperçoit petit à petit que tout est mis en place pour que les joueurs qui arriveront en Europe, parce que quand ils arrivent, ils ont 18 ans, sont de mieux en mieux préparés. Alors, élargissons un peu le sujet, parce qu'un club comme Rennes, sans dévoyer tout ce sur quoi vous travaillez et des noms, etc., c'est pas vraiment l'objet, mais comment on mène un mercato? Nous, on voit la face à l'état brut dans le journal, tiens, tel joueur a signé. En fait, déjà, là, on est quasiment début mai. Oui.
tu as déjà des options, il y a déjà des tas de choses qui ont été travaillées, qui sont déjà en ligne. Bien sûr, c'est tout un process qui est fait durant toute l'année et même durant les années précédentes, parce que voilà, les joueurs un joueur qu'on peut signer ce mercato, il peut avoir été identifié il y a 1 an et demi ou 2 ans, quoi. Donc voilà. Et on ne pouvait pas le faire avant. Exactement. Donc c'est un suivi qui est fait durant toute la saison. Les premiers mois de la saison, je veux dire de août à septembre, sont faits pour aller observer de la masse, pour aller voir ce qui se fait, aller voir beaucoup de joueurs. Et après, au fur et à mesure, on fait une sorte de filtre qui fait qu'on arrive à déterminer après avec l'entraîneur les besoins de la future équipe pour essayer de trouver les meilleurs profils. Et ça évolue en fonction de l'année parce que effectivement, bon, par exemple, le Stade Rennais n'est pas tout à fait, on peut le dire, à la place où vous estimiez que vous estimiez logique. On pensait Rennes plus haut, donc du coup, ça pousse à aller plus loin, à aller scruter un peu plus loin, à modifier le mercato en panique, si j'ose dire, ou pas vraiment? Non, c'est pas en panique parce qu'en fait, quand on fait du recrutement, on observe un nombre de joueurs à tous les postes, c'est-à-dire que parce qu'on peut être attaqué sur un joueur qu'on n'a pas forcément envie de faire partir, mais on peut être attaqué, donc il faut être en observation totale sur l'ensemble des postes et avoir plusieurs cibles à des montants différents également selon les compétitions que jouera le club la saison d'après. Alors là, par exemple, on est début mai. Vous avez déjà des options importantes prises sur des joueurs? Oui, il y a déjà des discussions qui ont eu lieu avec des agents, pas forcément avec les joueurs parce qu'ils sont en compétition aujourd'hui, mais on essaye d'essayer d'avancer petit à petit ce qu'on souhaite faire. Après, il y a toujours des aléas qui font qu'il y a de la concurrence, évidemment, donc il faut avoir plusieurs options pour essayer de trouver le meilleur joueur possible pour la saison prochaine, le moins cher possible et le meilleur possible. Il y a toujours un truc qui étonne, Florian, c'est quand on voit des clubs signer le joueur le 31 août, quand c'est la date limite du mercato, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Parce que c'est quand même, ça s'est fini le 15 mai, quoi, le championnat. Qu'est-ce qu'ils foutent avant? Mais en fait, du moins, c'est très particulier parce qu'on ne détient pas tous les éléments en fait. Parce qu'un joueur qu'on souhaite recruter, évidemment, tous les clubs souhaitent faire un mercato le plus tôt possible. Mais en fait, au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que il y a une cible qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que ça prend du temps, parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Même si on a travaillé en amont, il y a une cible qui est identifiée, on travaille avec elle, on travaille avec son agent, il y a de la négociation, après il faut rentrer en contact avec le club. On peut imaginer qu'il y a un peu de difficulté, donc ça traîne un peu en longueur, et malheureusement, quand on arrive au bout, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Soit finalement le club demande trop d'argent et on n'arrive pas à faire, donc il faut se retourner vers autre chose. Et en fait, ça peut faire boule de neige et avoir plusieurs événements comme ça. Et on se retrouve des fois avec des joueurs qui partent aussi, ou un club qui accepte une proposition d'un joueur le 31 août parce que le joueur arrive à un an du terme du contrat et c'est le moment de changer le joueur ou de maximiser la potentiel de vente de ce joueur-là, et c'est pour ça qu'il faut se retourner rapidement. Et puis il y a des clubs qui travaillent très tardivement, les clubs anglais qui ont eux les moyens les plus importants pour recruter, et à partir du mois de mai, ils prennent un peu leur temps, ils commencent à travailler au mois de juillet, certains au mois d'août, et puis ce qui fait que l'argent arrive un peu plus tard sur les clubs français, ce qui oblige les clubs français à avoir un peu de retard par rapport à certains événements. Et c'est une mécanique qu'on subit quand on est club français, où on est plutôt vendeur qu'acheteur en général. C'est une mécanique qu'on subit ou on est quand même acteur du marché? Nous, on est acteur du marché. À Rennes, aujourd'hui, on est vraiment acteur du marché. C'est-à-dire qu'on fait des investissements, on achète des joueurs, on vend aussi des joueurs. Donc on est plutôt très très actif sur les différents marchés, que ce soit hiver ou été. Et on arrive entre guillemets un peu à faire ce qu'on a envie de faire, mais il y a quelquefois des marchés qui sont plus difficiles et on est obligé de se rabattre sur des choses, ou alors des fois il faut mieux rien faire. Et des fois un bon mercato c'est aussi ne rien faire et garder ses joueurs. Exactement. Alors, en l'occurrence vous vendez quand même. Alors je ne sais pas si vous êtes obligé de vendre, je ne sais pas c'est toi qui nous dira un peu la politique globale du club.
Mais quand vous faites des ventes, c'est du gros, quoi. Doku, c'est du gros. Oui. Peut-être Désiré Doué cette année, c'est Bien sûr. des En transferts importants. En fait, à l'intérieur du club, que ce soit la formation ou des joueurs qui ont été achetés par le passé, c'est de l'actif. Ils ont eu, il y a ce sont des plus-values. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont performé. Donc, à partir du moment où à Rennes, des joueurs performent, eh ben, ils sont forcément observés par des clubs qui sont plus grands que Rennes. Donc, l'idée, c'est toujours de garder ses meilleurs joueurs. Mais à un certain moment, c'est pas possible. Parce que quand City arrive pour Jérémy Doku, c'est ce que j'essaie de faire comprendre parfois, c'est que c'est impossible de refuser. Parce que, refuser une offre de 60 millions, 66 millions notamment, ça serait pas logique. Mais au-delà de ça, il y a le joueur. Le joueur, il va dans le club qui est le meilleur club, qui est l'un des meilleurs clubs mondiaux aujourd'hui. Et moi, je vais aller dire à ce joueur-là, écoute, tu vas pas aller à City, tu vas rester à Rennes et tu vas te taire. Mais dans quel état je récupère le joueur au début de la saison? Alors oui, on va me dire, ouais, mais bon, de toute façon, il faudra qu'il joue. Oui, mais dans l'état d'esprit, je trouve que c'est pas logique. En tous les cas, c'est pas ma manière de faire. À partir du moment où il y a une offre de ces montants-là, un club français, un club comme Rennes, se doit de laisser partir le joueur. Alors, on entend toujours, puisqu'on parle de Rennes, on entend toujours, oui, non, mais Pinot, il est milliardaire, il a qu'à garder tous les joueurs, il n'y a pas de problème. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est que la différence entre la richesse du propriétaire et la richesse du club, c'est complètement différent. Nous, aujourd'hui, on travaille avec un budget de 110 millions d'euros. Voilà, 110 millions d'euros, alors que Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Lens a un plus gros budget aujourd'hui que nous. Cette année, parce que exactement. Mais quand nous on lutte pour jouer, voilà, on lutte pour. Il y a Lille aussi qui travaille très bien, mais on lutte pour jouer les places européennes avec des clubs qui ont le double de budget que nous. Mais en fait, voilà, donc la fortune du propriétaire n'est pas liée à la fortune du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi le fair play financier qui rentre en ligne de compte. Et en fait, peu importe les moyens du propriétaire, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Voilà. Ça explique bien des choses, parce que parfois des gens s'affolent en disant il a qu'à mettre un chèque. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et il l'a fait au début d'ailleurs. Oui, Pinot, il l'a fait au début. Et il s'en est voulu. Mais attention, non, en fait, et il nous permet toujours de faire des investissements. Oui. Il nous permet toujours de faire des investissements. Là-dessus, il soutient le club par rapport à ça. Oui, quand vous avez acheté, un bon exemple, quand vous avez acheté Doku, tout le monde a dit c'est quand même une somme. Exactement, 23 millions. Tout le monde a dit, quand même, sur un jeune joueur inconnu. Exactement. Ça, enfin. Mais donc, il nous permet d'avoir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas acheter un joueur à 40 millions, 50 millions, 60 millions. Et puis, ça ne serait pas raisonnable. Voilà, ça ne serait pas raisonnable parce qu'aujourd'hui, Rennes reste un très très bon club français, mais on se doit de franchir les étapes petit à petit pour arriver à faire grandir encore le club. Et si on n'est pas européen, le budget baisse en plus. Oui, le budget baisse, évidemment. Ça veut dire que si le budget baisse, il faudra qu'on fasse des économies quelque part. Donc, forcément, une réduction de l'effectif, réduction de la masse salariale. C'est ce qui veut dire, ce qui entraînera des ventes de joueurs, etc. Et essayer de conserver la meilleure équipe possible pour continuer, en tous les cas, à être européen comme on l'a été sur les 6 dernières années. Le budget, enfin le 24-25, 2024-2025 pour Rennes, c'est quoi? C'est une année d'investissement, il reste 3 matchs de championnat, rien n'est fait. On peut encore atteindre la Conference League, voilà, qui n'était pas l'objectif de départ, mais ça restera malgré tout une coupe européenne. Donc on va laisser passer les 3 matchs, on verra ce qui se passe, et puis en fonction, on s'ajustera. Merci Florian de nous avoir expliqué un peu toute cette mayonnaise, cette mécanique qui n'est pas si évidente à comprendre pour les gens qui sont à l'extérieur et qui s'imaginent que le mercato commence quand le championnat s'arrête, ou dans la période des transferts, et puis que tout se passe le 31. Non, malheureusement. Sinon, t'aurais pas de, t'aurais beaucoup de vacances, t'aurais pas de job. Exactement. Ce serait pas un vrai métier en tout cas. Exactement. Merci Florian, merci beaucoup. Merci.